Bonjour tout le monde, j'ai un scoop pour vous, les arnaques existent, les arnaqueurs existent, ce sont des êtres humains qui respirent parmi nous et qui ont vocation à plumer leurs semblables, à arnaquer, à faire des choses hors la loi, tout en estimant qu'ils ont bien le droit, parce qu'après tout, il y a des moutons, ils sont là pour qu'on les tonde et autres joyeusetés, et ils sévissent sur tous les supports possibles et imaginables, et de plus en plus, bien sûr, sur Internet. Parce que c'est là que se font les choses facilement, c'est là qu'on peut échanger, et puis c'est là que on peut récupérer de l'argent peut-être plus facilement qu'ailleurs. Et pour s'en défendre, tout seul, chacun dans notre coin, ça va être compliqué, parce que nous sommes tous la victime potentielle d'une arnaque bien ficelée qui serait faite pour nous. Les cibles et les victimes, c'est pas forcément les autres. Et ça, c'est le message important. Tout le monde peut être victime, à tous les âges, dans toutes les strates. Pourvu qu'en face, on ait quelqu'un qui ait conçu son arnaque pour vous cibler, vous. Donc, c'est possible. Et donc, la réponse, elle est collective. On a tous intérêt à signaler les arnaques lorsqu'on les repère. On les repère mieux quand on n'est pas la cible identifiée, délibérée du propos. Et pour ça, il y a des forums, il y a des associations de défense des consommateurs et il y a le site Signal Arnaque. Et je reçois les deux créateurs du site, Anthony et Jean-Baptiste, que je ne connaissais pas, avec qui j'ai échangé sur Facebook à l'occasion de l'assignation que j'ai reçue au tribunal de commerce, à la demande de M. Aberkan, signé par M. Divisio. Le tribunal de commerce, c'est là où on défend les droits des commerçants. C'est pas là où on défend les droits des lanceurs d'alerte, où on décide de ce qui est vrai, ce qui est faux, où on tranche des questions de liberté d'expression ou de diffamation. Non, c'est là où on défend les intérêts commerciaux, et donc c'est la stratégie qu'ils ont utilisée. Et nous verrons dans l'entretien avec les gens de Signal Arnaque que c'est justement la stratégie préférée des arnaqueurs et des escrocs. Et parfois, ils gagnent, parce que ces institutions, ces tribunaux de commerce, ces tribunaux de commerce, ne sont pas forcément hyper adaptés, et ils reposent sur une jurisprudence, celle du dénigrement, qui dérive du droit jurisprudentiel de la concurrence, qui n'est pas inscrit dans la loi. Et maintenant, fait extraordinaire, on n'a plus besoin d'être en concurrence pour que le dénigrement, qui est un droit qui dérive du droit de la concurrence, puisse être qualifié. Donc c'est un petit peu un droit hors sol, et ça explique qu'il y ait des décisions de justice qui soient imprévisibles, incohérentes les unes avec les autres, et donc c'est un problème. Donc il y a des associations maintenant qui vont essayer de tirer le droit vers le haut pour que ça se passe mieux. Les arnaques, les arnaqueurs, comment ça marche? Qui sont-ils? Où sont-ils? Quels sont leurs réseaux? La mafia est-elle impliquée? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Réponse dans l'entretien avec Anthony et Jean-Baptiste. Eh bien, donc je reçois les deux personnes derrière le site et l'entreprise Signal Arnaque, qui sont Jean-Baptiste Boisseau et Anthony Legros. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes qui en termes de parcours personnel d'abord, qu'on comprenne un petit peu votre formation, d'où vous nous parlez. Ok. Alors du coup, je vais commencer. Moi, j'ai une formation qui n'a rien à voir avec mon activité actuelle. Je viens du monde de l'automobile. J'ai été expert automobile pendant une dizaine d'années. Euh, Après une dizaine d'années d'activité, j'ai passé un diplôme d'ingénieur, et puis pendant ce diplôme d'ingénieur en mécanique, euh, j'en ai profité pour créer une entreprise qui aujourd'hui euh, est représentée par le site signelarnaque.com. Voilà, donc j'ai un cursus professionnel qui est lié à l'automobile, et je me suis orienté vers Internet bien plus tard. Donc, il y a un lien entre automobile et arnaque en France? Non, non, il y a pas vraiment de lien. Non. Bon, d'accord. Monsieur Boisseau, Jean-Baptiste, de ton Oui, côté. oui. Oui, moi je suis ingénieur à la base et je suis, j'ai commencé en fait dans l'informatique. J'ai monté ma boîte, ma petite SS2I, c'était il y a pas loin de 20 ans maintenant. Et donc je l'ai revendue, cette société, au bout de 10 ans d'activité. Et en fait, à cette période-là, j'ai rencontré Anthony, parce que c'était un de mes clients. Et c'est ensemble, en fait, à cette époque-là, qu'on a construit Ciné Arnaque. D'accord. Ingénieur en quoi, du coup?
Alors, à la base, moi, je suis ingénieur en logistique. Et bon, puis en fait, j'ai fait complètement autre chose. D'accord. Voilà. Alors, votre site Signal Arnaque, donc je vous le dis tout à l'heure, avant qu'on commence, quand j'ai annoncé que, enfin, quand on a discuté sur Twitter, qu'on a échangé et que j'ai proposé une collaboration, ça s'est fait il y a quelques jours, donc vraiment l'émission, ça fait comme ça. Quelqu'un m'a dit, oui, mais Signal Arnaque, c'est une arnaque eux-mêmes parce que ils gagnent de l'argent en se faisant le relais d'accusations d'arnaque envers des gens qui doivent se défendre chez eux et donc créer du flux, machin. Bon, qu'est-ce que vous répondez à ça euh, Alors, moi, là-dessus, il y a effectivement euh, une façon de gagner de l'argent du site Ciné Arnaque, hein, parce que c'est quand même quelque chose où on a pas mal de frais, on a des salariés, on a des frais d'infrastructure qui sont pas négligeables du tout, on a des frais de justice aussi. Oui, Et donc, effectivement, on a besoin de couvrir tout ça. Donc, il y a de la publicité sur le site, c'est son principal mode de rémunération. Et une accusation qui est portée par un certain nombre de gens qui ne sont pas contents de se retrouver affichés sur Signal Arnaque, c'est de dire on fait le commerce de la diffamation. Enfin, mhm, alors, déjà, la première chose qu'il faut dire à ce sujet, c'est que euh, les choses qui touchent les entreprises, c'est une très petite partie du nombre de signalements sur Signarnac. C'est-à-dire la plupart des signalements qu'on va avoir sur Signarnac, ça ne concerne pas des entreprises qui existent véritablement. Ce sont des pseudonymes, ce sont des gens, voilà, c'est pas véritablement qui y a derrière. Par contre, il se trouve effectivement qu'il y a un certain nombre de sites qui sont signalés derrière lesquels il y a véritablement des entreprises, mais il se trouve que bah, les gens sont amenés à faire des signalements sur ces entreprises parce que ils estiment qu'ils utilisent des pratiques déloyales oui, vis-à-vis des consommateurs. Donc, parmi ces pratiques déloyales, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais par exemple, il y a le fait de se retrouver abonné malgré sa volonté à un service alors qu'on a voulu juste souscrire, par exemple, à l'achat d'un service à la base, et puis on se retrouve oui. abonné malgré soi parce qu'effectivement, on n'a pas lu les petites lignes. Et donc, bah là, on a des consommateurs qui sont pas contents et donc qui se regroupent pour en parler. Ils se regroupent pour en parler sur notre plateforme. Donc, forcément, effectivement, vu on vit de la publicité, on gagne de l'argent à travers ça, mais c'est pas l'objet. C'est-à-dire qu'on fait pas on fait pas dans le chantage. Ça, c'est ce que vous dites, hein, maintenant, on vous Ah croit sur oui. parole ou pas. Mais donc, du coup, Signal Arnaque, c'est une entreprise. Oui. Alors, oui, c'est Signarnac, c'est un site internet qui appartient à une entreprise qui s'appelle Hérétique. Alors, on peut en dire deux mots de cette entreprise, sur son objet? Oh oui, assez vite. C'est une entreprise qui a été créée en 2013. Le premier projet de l'entreprise, c'était un site de petites annonces qui a été donc lancé fin 2013 de mémoire. Et ce site de petites annonces, qui était un site d'annonces généraliste, un petit peu comme on connaît avec Le Bon Coin, par exemple, on a eu un problème, c'est qu'on n'arrivait pas à le faire connaître, on n'arrivait pas à le référencer, mais malgré tout, on avait une quantité d'arnaques dessus qui était phénoménale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réels utilisateurs, mais il y avait énormément d'escrocs qui intervenaient sur D'accord. la plateforme. Donc, votre site a été Et, repéré par les escrocs pour en faire un lieu ou de drague. et exactement, c'est-à-dire qu'il y avait des escrocs qui déposaient des fausses annonces pour piéger le peu d'acheteurs qu'on avait à l'époque. Et donc, ce site, il n'a pas fonctionné particulièrement, mais effectivement, il était envahi par les escrocs. On s'est demandé comment les bloquer, comment les chasser du site, parce que c'est pas spécialement simple, hein. Il existe des techniques avec des adresses IP, des choses comme ça, mais c'était quelque chose de complexe. Et on a vu qu'il n'y avait pas de solution qui existait sur le marché pour référencer les escrocs et les arnaques. Et c'est là assez vite, on s'est dit, on va laisser le site de petites annonces de côté et on va créer une plateforme communautaire qui permettra de référencer les arnaques. Et cette plateforme, elle a été créée en juin, mai ou juin 2014, je crois. Voilà, D'accord. donc très très peu de temps après le site de petites annonces. Et donc, cette plateforme, ce qui est vraiment très très important, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une plateforme communautaire.
Nous, on est un outil, on a un formulaire, les internautes remplissent ce formulaire et une fois qu'ils remplissent ce formulaire, les informations sont affichées en ligne, directement. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le fonctionnement de Signer Arnaque. Donc la petite histoire, Alors, c'est que... Ouais, ouais, c'est le principal site de l'entreprise. Donc, effectivement, l'entreprise a aujourd'hui principalement deux sites qu'elle gère. Voilà. Il y a quelques petites choses périphériques, mais principalement deux sites. Donc, ce site Cinéarnaque et un autre site qui s'appelle scamdoc.com. Scamdoc.com, vous lui donnez un nom de site ou une adresse email, il va vous donner un score de confiance par rapport à celui-ci. d'accord. Voilà. Un score de confiance pour... D'accord, donc la petite histoire, c'est que c'était pas du tout le projet de départ et que vous vous êtes rendu compte qu'il y Pas avait du tout. il y avait un problème. Et donc plutôt que de l'évacuer, vous avez fait ce problème et vous l'avez utilisé. Donc c'est assez amusant comme manière de faire. Ouais, alors ça, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est-à-dire qu'on essaie de transformer les problèmes en solutions. Et on en reparlera justement quand on abordera les histoires de procédure Bayon. Alors, avant d'arriver au procédure Bayon, donc c'est comment les escrocs, les arnaqueurs, les méchants, parce qu'il y a des méchants et des gentils, apparemment, se défendent. D'abord, on va s'intéresser à comment on définit une arnaque, éventuellement, s'il y a une définition de votre côté pour tout votre vocabulaire, et les grands types d'arnaques qu'on rencontre, pas forcément que sur les réseaux, je suppose, mais en bonne partie dessus. Voilà, c'est quoi une arnaque et c'est quoi les grands types d'arnaques? Alors, une arnaque dans le langage courant, c'est un peu synonyme de escroquerie. Et une escroquerie, c'est défini dans le code pénal français. C'est une manière en fait de tromper des gens pour faire du vol par la ruse. Ok. Euh, ce qu'il y a, c'est que quand on utilise le terme au quotidien, arnaque, ça va en réalité un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que généralement, voilà, quand on dit oui, telle chose c'est une arnaque, ce film c'est une arnaque, ça veut dire que entre la promesse qui est faite et le résultat qui est donné, il y a un écart et un écart tel qu'on se dit on m'a trompé à la Oui. base, il y a eu véritablement tromperie pour m'amener à faire quelque chose que je n'aurais pas fait si véritablement j'avais eu connaissance de la réalité. Voilà. Donc il y a tromperie. Et donc aujourd'hui, vraiment, tous ceux qui ont adresse email ont déjà reçu des mails du Nigeria ou du Bénin, ou voilà, il y a une zone géographique comme ça qui s'est spécialisée, on pourra en dire deux mots. Il y a peut-être d'autres types d'arnaques. Sur Internet, sur les réseaux, sur les emails, c'est quoi les grands types d'arnaques qu'on vous fait remonter chez vous? Euh, En termes de volume, aujourd'hui, on a énormément d'arnaques via SMS. SMS. C'est un volume, ouais, c'est un volume assez important. Sans doute parce qu'il n'y a pas tous les systèmes anti-spam et il n'y a pas il y a pas la même méfiance aussi. Mhm. Euh, c'est vrai que le spam, bah, ça fait 25 ans qu'on nage dedans, donc on sait qu'il y a beaucoup de mails dont il faut se méfier. Et avec le SMS, c'est en train d'arriver, mais il n'y a pas du tout cette culture-là et on est beaucoup plus en confiance naturellement. Et donc, ça a été très, très utilisé ce biais-là a été très utilisé par les escrocs et continue à être très utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, vous avez peut-être reçu des, des, des SMS qui vous disaient, par exemple, que vous aviez une amende à payer, Mhm. des SMS qui vous disaient que votre compte CPF Ah, allait le fameux compte expirer, CPF, oui, là, on pourra en dire deux mots. voilà, voilà. Compte professionnel formation. Ou voilà, exactement. Ou alors que vous aviez votre carte vitale qui devait être refaite parce qu'il y avait une nouvelle version de la carte vitale. Et donc, à chaque fois, le point commun, c'est que il y a un lien qui vous emmène vers un site et bah, derrière, ce site ressemble en tout point à un site légitime, bah, c'est ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire effectivement, on s'en sert pour extraire les informations que vous auriez données à ce site Voilà, légitime. Donc ça donc peut être
des informations personnelles, des mots de passe, des informations bancaires. Ok, et derrière, on se retrouve ponctionné de sommes, on ne sait pas d'où ça vient. Oui, enfin, après, derrière, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Ça dépend vraiment de la nature Alors, des escrocs et des qu'est-ce qu'ils en escroqueries. font? Du coup, moi, ça m'est arrivé d'en recevoir. Comme je réponds pas, je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'on risque pour de vrai en fait avec ce type d'arnaque. Oui, alors nous, ce qu'on fait régulièrement, c'est que justement, tous les liens où on dit il faut pas cliquer, nous, on clique dessus. Oui. Et donc, voilà, on joue aux victimes pour voir ce qu'il y a derrière, pour voir quelles sont les intentions des escrocs derrière. Et donc, le grand classique, c'est de récupérer vos coordonnées bancaires. Voilà, ça, Hmm. c'est un truc assez habituel. Donc numéro de carte Mais bleue, c'est ça? oui, voilà, c'est les identifiants carte bleue, par exemple. Ça peut être aussi une manière un petit peu plus voilà, assez classique dans le monde du phishing. C'est vous allez vous retrouver sur une copie, par exemple, du site de la sécurité sociale, et puis là, du coup, vous arrivez sur cette copie, vous rentrez votre login, mot de passe. Et en fait, en faisant ça, vous l'avez donné aux escrocs. Oui. Euh, alors, aujourd'hui, il y a tout un tas de contre-mesures qui font que c'est plus difficile pour les escrocs, même avec ces informations-là, d'en faire quelque chose. Et du coup, ce qui se passe, c'est que très souvent, ces informations-là, en fait, elles sont revendues. Elles sont revendues et elles sont mises en commun avec d'autres. Et donc, vous avez véritablement des bases de données et un marché de l'information frauduleuse qui a lieu et qui permet justement aux escrocs ensuite d'aller assez loin dans leurs escroqueries pour cette fois-ci mener des arnaques à bien où il y a des gros montants qui sont dérobés parce que les escrocs connaissent beaucoup de choses à votre sujet. Ouais. Donc, je vais rajouter un petit quelque chose. Donc, il y a effectivement le vol de données personnelles, le vol de données bancaires et parfois même le vol de documents personnels, justificatifs de domicile, des choses comme ça. Tout ça pour constituer des bases, comme Jean-Baptiste dit, pour être vendu. Avoir le package du petit escroc. Alors, moi j'ai entendu dire parfois qu'il y avait une mafia, enfin des mafias. Il y a des zones géographiques qui sont spécialisées dans l'exploitation de ce type de choses. Et ça rejoint des réseaux mafieux criminels réels, quoi. Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Est-ce que c'est un mythe? Alors, ce n'est pas un mythe. Il y a véritablement, depuis une quinzaine d'années, une migration des, des délinquants, de la délinquance classique, physique, IRL, Hmm. vers la délinquance en ligne. Pourquoi? Parce que en fait, les escrocs, ce sont des agents économiques comme les autres. C'est-à-dire ils font plus ou moins intuitivement, mais une analyse bénéfice-risque euh, de, bah, de leurs différentes actions. Et faire une escroquerie en ligne, il se trouve que c'est assez intéressant d'un point de vue bénéfice-risque parce que c'est relativement facile, parce que vous avez un marché qui est énorme, et puis aussi parce qu'aujourd'hui, euh, les effectifs répressifs et policiers sont largement en sous-nombre par rapport à ce que c'est dans le monde de de la criminalité classique. Alors il y a des brigades de cybercriminalité dans Oui, les gendarmeries et la police certainement aussi. oui, Il y a la DGCCRF, oui. qui n'est pas la police, mais qui est la répression des fraudes, qui est souvent Qui défend le l'instance, consommateur. Oui, voilà, l'instance vers laquelle il faut se tourner. Donc il y a des mafias, et puis au-delà des mafias, il y a même des réseaux, et je vous en parlerai tout à la fin, parce que quand moi j'avais fait mes quelques lectures de tunnels de vente en vidéo, pour me moquer un peu de la rhétorique, mais pour aussi alerter le fait que c'était plus malin que ça n'en avait l'air, c'est des gens qui écrivent des scripts, qui bossent beaucoup, hein, pour vous garder captif et pour vous cliquer sur les trucs, et entre eux, ils ont tout un écosystème de forums, de discussions entre eux. Ils s'appellent j'ai oublié le nom, il y a le mot honnête.
ils s'appellent pas arnaqueurs, mais en gros, ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est limite, mais je trouve que c'est honnête quand même, parce que voilà, D'accord. et en gros, ils disent que les victimes sont les seuls à blâmer, parce que si on tombe dedans, c'est notre faute. Bon, donc tout ça, ça existe, et c'est très compliqué quand on n'est pas informaticien, de capter les informations. Moi, je suis comme tout le monde, je suis un utilisateur. Devant mon interface utilisateur sur Internet, je suis à peu près alerte, mais dès qu'il faut que je m'intéresse au code qu'il y a derrière, j'y connais rien. Et c'est là que peut se cacher tout le talent de ces gens-là, en tout cas en ligne. Mais là, on va faire une excursion hors de ce qui se passe en ligne, parce que la bonne vieille arnaque de grand-maman via le courrier ou via d'autres systèmes, ça existe. Qu'est-ce qui existe encore aujourd'hui et dont il faut se méfier? Je pense qu'Anthony, c'est le spécialiste des courriers frauduleux. Ah, Oh, en fait, on va pas se mentir, il en reste encore quelques-uns, mais la très très grande majorité, ça reste de l'arnaque en ligne. Euh, mais il reste encore les espèces de jeux concours qui arrivent par courrier, avec certaines personnalités qui sont mises en avant, des choses comme ça. Mais la grande majorité des arnaques, nous on recense en tout cas sur Signé Arnaque, ce sont des arnaques qui sont clairement sur Internet. Alors après, si on Alors, oui, attends, Anthony, oui, d'accord. je, vais- je sais où c'est que tu vas en venir. Il y a pas mal d'entreprises dans le monde réel, d'arnaques, excusez-moi, du monde réel qu'on retrouve régulièrement. C'est celles qui touchent les entreprises. Vous venez de créer votre entreprise et vous recevez un document qui paraît officiel et qui tente de vous faire croire que vous devez payer plusieurs centaines d'euros pour être en phase avec la législation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui touche régulièrement les entreprises. Tu voulais peut-être, tu avais un autre cas, peut-être Jean-Baptiste, à Non, non, bah, évoquer? c'est tout à fait simple. Alors, effectivement, les entreprises, au moment où elles sont créées, elles reçoivent tout un tas de courriers. Parmi ces courriers, il y en a effectivement beaucoup qui viennent d'escrocs. Ce sont Et des même faux. quand, voilà, Pardon. et même assez souvent, quand vous créez par exemple une SCI, une société civile immobilière, vous avez l'impression que c'est pas forcément une entreprise, voilà, c'est pas un truc professionnel. Euh, Par exemple, voilà, vous avez acheté un bien immobilier, vous avez besoin d'une SCI pour des raisons fiscales ou d'investissement. Et il se trouve que ces gens-là sont aussi très très ciblés par ce type de courrier parce que bah, si c'est la première fois qu'on crée une SCI dans sa vie, hmm, c'est pas forcément quelque chose qu'on ferait très fréquemment, bah, on se retrouve à remplir tout un tas de formalités ouais. et, On et, est et à plus signer des naïf chèques. peut-être. Oui, bah enfin, on est effectivement, on a moins d'informations et Hmm, c'est ça le but des escrocs, c'est de profiter de l'asymétrie de l'information. C'est que vous ne savez pas un certain nombre de choses et ils vont profiter de ce que vous ne connaissez d'accord. pas. Donc un monde de fragilité, de transition où ils peuvent s'infiltrer à ce moment-là, d'accord. Alors, au niveau des courriers, moi j'avais lu la lettre des Tétraguins, de l'ordre des Bénédictins, je ne sais plus trop ce que c'était, j'avais fait une vidéo dessus, parce que quelqu'un me l'avait envoyé, il l'avait trouvé dans la boîte de sa grand-mère. Sa vieille grand-mère, Mhm. et donc une lettre complètement folle, hein, qui promet, avec des promesses absolument incroyables, et il y a la photo du mec, quoi, enfin, et apparemment ce type-là est connu. Ce type-là est connu et c'est des dizaines de milliers d'enveloppes qui partent tous les ans. Il y a même des entreprises d'impression qui voient ça passer sous leurs yeux. Et les mecs me disent, bah, moi je vois passer, il y a des courriers comme ça d'arnaque, on les voit, et ils sont imprimés chez nous, et puis après ils partent. Donc il y a vraiment des entreprises d'arnaque qui existent, euh, et c'est forcément hors la loi d'une manière ou d'une autre, ce type de choses. Et je Oui, oui, comprends pas oui. comment ça peut exister encore. Comment on peut passer commande de ça, on fait imprimer, puis on envoie, et c'est fait pour arnaquer les gens, quoi. Enfin, c'est fou. Oui. On se demande aussi comment c'est possible, mais en réalité, si on regarde le taux d'escroquerie qui est en ligne, il paraît qu'il reste complètement impuni. On se demande aussi comment c'est possible, mais par contre, quand on fait un peu l'analyse de l'appareil répressif sur le sujet, on se rend compte que en réalité, c'est inévitable. C'est Bah, on inévitable n'est pas puisque armé. bah, c'est pas qu'on n'est pas armé, c'est qu'on n'est pas suffisamment armé par rapport à la masse.
Ok. Ça, il y a un rapport du Sénat qui est à quelques années maintenant, 2018 ou 2019, qui dit que de manière générale, contre la délinquance économique, en France, on manque cruellement de moyens. Bon, et ben, on lance le message, c'est-à-dire que il y a peut-être de l'argent à récupérer. En plus, c'est une activité qui peut se financer toute seule. Exactement, exactement. Donc, C'est comme, si vous embauchez un inspecteur des impôts, effectivement, normalement, il va rapporter bien plus que s'il son travaille salaire. bien, voilà. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des effets de mode, peut-être on peut en dire deux mots, et est-ce qu'il y a des choses nouvelles auxquelles on peut attirer l'attention des gens? Attention, ce type d'arnaque-là, vous ne l'avez pas encore vu passer. Si ça vous tombe dessus, prudence. Qu'est-ce qui existe actuellement? Euh, le paysage est très, très large parce que, et ça rejoint un autre point, ça dépend beaucoup de qui vous êtes. Parce que si effectivement je sais pas, j'ai mes habitudes plutôt sur Facebook, voilà, je suis quelqu'un qui a entre 50 et 60 ans, qui est un certain nombre de petites habitudes, des passions spécifiques, et ben, je vais être ciblé comme on le fait dans le marketing. Je vais être ciblé par des arnaques spécifiques. Oui, C'est-à-dire que les escrocs qui vont chasser sur les endroits où moi je vais, qui vont s'intéresser ou qui vont titiller les centres d'intérêt qui sont les miens, eh ben, je vais y être confronté. Par contre, effectivement, si je suis un lycéen très actif sur TikTok, par exemple, je vais pas être confronté à la même chose. hmm. Pour autant, quelle que soit la classe d'âge, quel que soit le milieu social, les taux de victimes sont à peu près les mêmes. C'est juste, Ça, effectivement, on ne tombe pas dans les mêmes escroqueries parce qu'on voilà. n'est pas sensible aux mêmes biais et on n'est pas confronté au même danger. Ça, c'est important parce qu'on a souvent l'impression que la victime, c'est l'autre. La victime, c'est une grand-maman qui capte plus rien au monde et qui se fait avoir, mais ça peut être un peu n'importe qui. Et alors là, en tant que vététicien, c'est pas que ça me fait plaisir, mais c'est que je me sens utile. C'est que on sait bien que les gens qui croient au paranormal sont plus crédules que les autres. Et si Facebook vend les informations des utilisateurs aux arnaqueurs, les arnaqueurs vont souvent avoir des tunnels de vente orientés paranormal ou croyances bizarres et ils vont les vendre aux gens qui fréquentent les pages de paranormal, de trucs parallèles et vraies choses. Donc ce vivier-là, plus crédule que la moyenne, c'est une cible privilégiée et je l'ai vu moi, dans le forum dont je vous ai parlé. Typiquement, il y a vraiment beaucoup de gens qui ciblent ça parce qu'ils savent très bien que dans ces populations-là, ça peut marcher plus facilement en fait. Donc les Alors plateformes ça comme peut, Facebook et TikTok vendent à des escrocs, enfin à tout le monde, mais notamment à des escrocs, les informations pour vous trouver, un peu comme l'anonyme, pour vous trouver dans les ténèbres, vous liez avec leur tunnel de vente. euh, c'est- en effet, c'est-à-dire que ils vont être plus sensibles, mais c'est-à-dire pas plus sensibles dans l'absolu. Voilà, il y a des On n'est thématiques. pas Ouais. plus, voilà, exactement, on n'est pas plus crédule dans l'absolu, on est plus crédule ou on est plus sensible à certaines approches, Bon. à certains biais, à Je vais certaines quand même me thématiques. permettre de citer la littérature. Ces gens-là sont Oui, quand même plus oui, crédules, notamment en termes du oui, complot. oui, de manière Il y a générale, quand oui, même oui, une porosité plus forte oui, dans ces populations-là à croire des choses tant que c'est un peu alternatif. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Pour autant, vous allez avoir effectivement, vous parlez tout à l'heure du fait que on dit oui, c'est la faute de la victime, elle avait qu'à faire attention, etc. Et ça, malheureusement, ce qu'on appelle le victim shaming, Mhm. c'est quelque chose qu'on voit nous-mêmes sur Similarnac, mais aussi sur les réseaux, Ouais. malheureusement très souvent. Et en réalité, parce que oui, il y a des tas d'arnaques quand on les voit, on se dit comment c'est possible d'être tombé là-dedans. Nous, on comprend pas bien parce qu'on n'est pas la bonne cible, parce qu'on n'est pas le bon Bien client. sûr. Ça, Et puis c'est quand on voit le, passer, quand on est sur Signal Arnaque et qu'on voit passer l'arnaque, on sait que c'est l'arnaque avant de la lire. oui, Donc c'est oui, facile. c'est probable, en effet. Mais il y a en plus le fait que euh,
même si dans l'absolu, on n'aurait pas été sensible à l'arnaque, bien souvent, il y a aussi une dimension situationnelle, c'est-à-dire vous êtes soumis à un stress, vous êtes soumis à une émotion particulière, vous êtes soumis à quelque chose d'un petit peu inhabituel Mhm. qui va faire que un jour A, vous ne seriez pas tombé dans le piège, mais le jour B, vous allez tomber dedans parce que vous avez une situation personnelle qui va faire que ce jour-là, vous tombez dedans. Ou parce que le message va déclencher une émotion qui va faire que. Je vais vous donner un exemple vraiment tout bête. Vous recevez vous avez passé une commande pour l'anniversaire de votre fils. Et vraiment, vous attendez le colis, il n'arrive pas, vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'il va arriver? Et puis, vous recevez un SMS qui dit, ah, votre colis est en absence, est en erreur, veuillez cliquer sur ce lien pour pouvoir y accéder. Là, on vous demande 1 € de frais, et ben, il y a de grandes chances que Oui. là, vous cédiez, C'est- parce que justement, c'est complètement le hasard que ça soit tombé effectivement à ce moment-là. L'escroc ne savait pas que c'était l'anniversaire de votre fils et que vous aviez commandé quelque chose et que vous l'attendiez, mais effectivement, ça se trouve comme ça. Et à ce moment-là, bah, vous êtes beaucoup moins rationnel Bien sûr. que vous l'auriez été Et peut-être qu'on dans une oublie autre les 3 situation. ou 4 fois où on a reçu le même message alors qu'il n'y avait pas de colis. Parce que moi, ça m'est arrivé, C'est hein. possible. Oui, Ça oui, m'est c'est arrivé possible. au moins 3 fois de recevoir ça. Mais bon, évidemment, je sais que c'est une escroquerie dont je mets de côté et Hmm. j'oublie. Et le jour où j'attends vraiment un colis, je reçois le même message. Peut-être que j'aurais oublié qu'en fait, c'est un message dont il faut se méfier. Ah oui, donc Mhm. par SMS, encore une fois. Ouais, alors ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est que dans les arnaques, il y a une notion de saisonnalité et d'actualité. Alors là, j'en rebondis directement à ce que Jean-Baptiste vient de dire, mais par exemple, les arnaques par SMS, les arnaques de colis, eh ben, on les retrouve essentiellement en fin d'année. Parce que d'un Avant point de vue Noël. statistique, voilà, d'un point de vue statistique, ça marche nettement mieux dans ces périodes-là. Après, pour parler d'actualité, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que les escrocs sont très, très opportunistes. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une aide de l'État, par exemple, qui soit proposée pour que des arnaques en lien avec ces aides tombent. Voilà. Après, il peut y avoir, on a par exemple les histoires d'arnaques critères. C'est-à-dire que on vous oblige à avoir une vignette pour être une vignette critère dans certaines villes. La législation vous l'oblige. Bah, d'un coup, il y a plein d'arnaques sur cette thématique qui tombent. Oui. Voilà. Donc, les escrocs sont très, très organisés et suivent l'actualité. Ça, c'est important à Ouais. comprendre. Le compte professionnel de formation, moi j'ai reçu tellement d'appels que j'ai fini par les enregistrer et je me suis dit j'en ferai une vidéo. Bon, j'ai jamais fait parce que c'est pas des sujets sur lesquels moi j'aime bien les pseudosciences. Là c'est pas du tout ça, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu loin mais maintenant il y a une loi qui est passée, ils n'ont plus le droit de le faire et du coup ils passent à autre chose, je suppose. Même Oui, si enfin, en fait, ça continue quand ça même, continue un peu, mais en tout cas moi j'en reçois beaucoup moins, hein. Ça va faire oui, oui, quelques oui, mois que j'ai pas reçu. oui. Donc, en effet, il y a des saisonnalités, et par définition, on ne peut pas prédire quelle sera la vague, à moins que vous ayez, vous, des informations en sous-main, des scoops. C'est quoi ou alors, le scoop, ou alors peut-être le pronostic. Voilà, on est le 19 juin 2023. C'est quoi le pronostic de Signal Arnaque sur la prochaine vague? Ce sera sur quel sujet, ou sur quel support, ou avec quelle thématique, quel truc? Alors, il y a une législation concernant les aides rénovation Oui, logement, tout ce qui est énergie, notamment. effectivement énergie, etc., qui est sur le point de changer. Le mode d'attribution est sur le point de changer. Euh, il y a déjà eu beaucoup d'escroqueries sur ce terme, Oui. sur ce thème-là, et je suppose qu'avec justement le changement qu'il va y avoir et avec le fait que il va y avoir un petit peu de doute chez les gens, ils vont pas comprendre la nouvelle façon dont va fonctionner le dispositif, ou juste ils vont en entendre parler. Eh bien, je pense que vous allez avoir des gens qui vont essayer d'utiliser justement cette période un petit peu de flottement pour aller là-dessus, par exemple. D'accord. Alors, on va passer à comment on s'en défend, si vous voulez bien.
Donc, il y a votre site, évidemment, il sert à ça, hein. Il sert à avoir de la ressource pour se documenter. Quand je soupçonne une arnaque, qu'elle soit par SMS, mail ou sur un site, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais répondre Jean-Baptiste sur ce point-là. En fait, le meilleur moyen, c'est de rester dans la prévention et dans l'information. C'est-à-dire que dès lors que vous recevez un SMS, que vous êtes en échange avec quelqu'un par mail ou que vous avez reçu quelque chose de suspect, il faut nécessairement faire des recherches sur Internet. Voilà, c'est le réflexe numéro un à avoir. Alors, pas besoin nécessairement d'aller sur Signalrack pour avoir des informations. Vous utilisez un moteur de recherche. Moteur de recherche, vous tapez le numéro de téléphone Oui. qui vous a écrit, vous tapez des bouts de texte, et si une arnaque existe sur cette thématique, vous la trouverez. Voilà, ça c'est le réflexe numéro un. Sauf si elle vient d'arriver et qu'on est la première vague. Oui, effectivement, sauf si on vient d'arriver et qu'on est dans la première vague, et c'est à ce titre, alors sans vouloir faire de la publicité, mais c'est à ce titre qu'on a développé scamdog.com. Scamdog.com, le but c'était de pouvoir donner un indice de confiance sur n'importe quel site internet avant même qu'il soit référencé. Ok, C'est ça le but de l'outil, c'est de rentrer vraiment d'accord. dans le avant l'arnaque, avant le signalement. Alors, je me documente et je me rends compte que c'est vraiment une arnaque. Bon, d'accord, c'est une arnaque, mais pour autant, qu'est-ce que je fais? Ah bah alors, Alors, ce que je fais, ouais. vas-y, Anthony. Alors, tout dépend déjà si vous êtes tombé dans l'arnaque ou pas. Mais si Ouais. jamais vous êtes juste conscient que c'est une arnaque, ce qui est bien, c'est de pouvoir informer les autres, Oui. le signaler. Alors, ça peut passer par plusieurs moyens. Ça peut passer par le signalement communautaire, comme sur notre plateforme. Ça peut passer par le signalement aux autorités par des sites comme Signal Conso, qui permettent d'informer les autorités. Ça peut passer également par des plateformes comme Twitter. Tout simplement, vous relayez l'information. Dites, bah, ça, c'est suspect, c'est une arnaque. Voilà. Je transmets l'information. C'est pour moi le point essentiel, quel que soit le moyen. Donc on témoigne sur un support quelque part, attention, tel numéro m'a appelé, on copie le contenu du message qui nous paraît suspect, et éventuellement on demande, attention j'ai reçu ça, je ne suis pas sûr de moi, mais au moins Tout comme à ça, quand le prochain tape sur un moteur de recherche les informations, il les trouve, et il peut voir ceux qui ont répondu, et puis chacun peut témoigner. Exactement. Oui, bah, c'est le principe de notre plateforme, et puis c'est le principe également sur Twitter quand il y a des échanges ou sur Facebook. Hein, c'est un petit peu pareil. Donc ça c'est le volet prévention, de cette manière. Tout à fait. Et donc la prévention elle est collective. Donc on a tous notre rôle à jouer. Et c'est fait partie du message que moi je voulais transmettre, c'est que évitons de traiter ça par-dessus la jambe en disant il faut vraiment être trop con pour tomber dedans. Non, non, non. Des gens, votre tante ou votre cousin ou votre grand-mère va peut-être tomber dessus. Elle n'est pas plus conne que vous, ou plus con que vous, mais elle est la cible. Et donc si vous, qui n'êtes pas la cible, vous ne faites pas l'effort de signaler ça, bah, vous êtes presque complice du truc, hein, c'est-à-dire que vous laissez les gens qui sont les cibles et qui sont vulnérables se faire avoir. Donc attention de ne pas blâmer les victimes. Jouez votre rôle. Si vous recevez un truc suspect, faites l'effort. Ça prend 2 minutes d'aller le signaler sur les plateformes dédiées à cela. Voilà. Mais alors- Alors, juste un exemple sur Signal Arnaque. Vous faites un signalement, en moyenne, un signalement sur notre plateforme, il est vu par 200 personnes. Donc voilà, vous passez 5 minutes à faire votre signalement, Ça aide. vous rendez service à 200 personnes. Je pense qu'il y a assez peu de gestes qui ont cette portée-là. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, quand on a été victime, c'est-à-dire qu'au-delà de la prévention, bon, il y a la justice, mais c'est un peu compliqué peut-être. D'autant que, et alors là, attendez, faut que je le retrouve. Pardonnez-moi, j'ai mis de côté une déclaration d'un type dont on va parler bientôt. C'est un pseudo-sociologue masculiniste sur les réseaux qui fait des formations et il porte plainte contre des collègues vidéastes. Donc on va en parler, mais les gens auront peut-être reconnu. Et Un certain Stéphane E. Ouais, un truc comme ça. Et donc en formation, il dit voilà, le Jackie fauché, en général, il n'y a pas de contentieux, on a gagné. Parce qu'il n'est pas au courant des procédures, il ne connaît pas ou peu ses droits, il n'a jamais de conseil juridique pour le protéger. En gros, vous le menacez un petit peu, vous lui dites maintenant c'est comme ça, vous avez commandé le produit, vous n'êtes pas content, vous allez bien vous faire foutre. Donc les mecs savent très très bien que les gens qui ont tendance à tomber dans les arnaques, c'est les gens les moins bien armés pour ensuite en plus faire les démarches, souvent. Donc
Sachant cela, qu'est-ce qu'on dit aux gens pour les aider à malgré tout euh, se renseigner sur leurs droits, se défendre? Euh, Oui. Alors, comment... la première chose, effectivement, c'est d'en parler, c'est de ne pas rester seul. Mhm. Et donc, euh, à plusieurs, on peut récupérer plus d'informations, être mieux renseigné pour prendre une meilleure décision par la suite. Ça veut effectivement pas dire que dans tous les cas, mener une action en justice sera la meilleure solution, loin de là. Mais il y a pas mal de recours qui sont des recours non juridiques qui permettent de récupérer son argent dans pas mal de cas, ou simplement de trouver un accord avec, voilà, avec la personne avec qui on est, on va dire, en litige. Mhm. Euh, et, et donc, voilà, la première chose, c'est d'aller poser des questions, d'aller se renseigner. Nous, par exemple, on a un forum, justement, pour les gens qui se demandent, qui se disent, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire Bah, oui, mais concrètement, c'est quoi les solutions non dans juridiques? tel... Alors, dans les solutions non juridiques, par exemple, vous avez quelque chose qui n'est pas très connu, qui s'appelle le chargeback. Le chargeback, c'est la possibilité, lorsque vous avez fait une commande avec votre carte bancaire, que c'est passé par le réseau Mastercard ou Ah, Visa, ok. c'est de faire appel à, en fait, à ce processus auprès de votre banque pour que annuler en fait la transaction. D'accord. Et donc ça, effectivement, c'est possible uniquement dans le cas où vous avez cette transaction qui est passée par le réseau Visa ou Mastercard. Mais vous avez par exemple aussi une autre solution si vous avez été victime d'un abonnement type abonnement caché. Euh, C'est-à-dire que dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une transaction avec une carte bleue. Par exemple, on vous dit ça ne vous coûte que 1 euro. Donc vous payez le 1 euro avec votre carte bleue et puis 15 jours après, vous voyez que en fait vous êtes prélevé de 15 euros tous les mois. Et Et vous 15 avez euros, c'est souvent enfin, un chiffre important. Peut-être on pourra en parler. Vous savez pourquoi? Voilà. Mais c'est par chèque, là, en euh, l'occurrence. alors les 15 euros reviennent effectivement régulièrement, mais il se trouve qu'en réalité, pour ces 15 euros qui vont vous être prélevés, vous n'avez pas donné votre accord explicite. Oui. Et comme vous n'avez pas donné votre accord explicite auprès de votre banque pour ces transactions-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'authentification forte, vous pouvez demander à votre banque d'annuler ces transactions-là. D'accord. C'est à la banque de faire Donc attention. c'est pareil, exactement. Donc voilà, ça, ce sont des solutions non juridiques qui vous permettent de récupérer votre argent Ok. Parce que de je reviens manière sur les 15 euros, assez... 30 secondes, peut-être que vous pourrez Oui, renseigner les gens. Parce que quand j'ai ouais. lu, moi, l'affaire sur les tétraguins, la personne disait voilà, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais il faut nous payer un peu nos frais. Rassurez-vous, vous pouvez payer en plusieurs fois. Les frais, c'est 15 euros. Et ils veulent un chèque. Et il se trouve que on m'a expliqué, et vous allez pas peut-être me confirmer, que si jamais je fais un chèque et que je suis à découvert, mais que le chèque fait moins de 15 euros, la banque doit l'honorer quand même. Donc, si vraiment on cible des personnes en grande détresse, qui n'ont aucun fric, mais qui tombent sous le charme de ce qu'on a dit, et qui font un chèque de 16 euros, on est baisé. Mais si on fait un chèque de 15 euros, il va passer quand même. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, je connais pas du tout Non, ce système-là. Alors là, je ne sais pas si toi, Anthony, tu le connais. Moi, ça je me ne dit le rien connais du pas. tout. J'avais Non, espéré pas du tout. avoir vos lumières là-dessus, mais vous n'avez pas Non, débloqué. non, Non. là, désolé. Bon. Là, Alors, dans le chat, si vous avez des éléments, mais ça a déjà été évoqué sur l'autre vidéo, donc je voulais avoir. Bon, très bien. Donc, pour se défendre, il y a ces processus qui passent par les assurances et les banques, on va dire. C'est ça. Mais quand ça ne suffit pas. Alors, bon, vous avez quand même la possibilité en non juridique de trouver une solution avec avec la personne avec qui vous êtes en litige. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de l'escroquerie, puis il y a des choses qui sont, on va dire, des pratiques commerciales très limites. Ouais. Et effectivement, une manière de mettre un petit peu la pression à un certain nombre de commerçants, c'est de dire, bah, écoutez, euh, voilà, là, votre pratique, elle n'est pas bonne. Trouvons un accord, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour vous, puis parce que voilà, moi je pourrais utiliser un certain nombre
Ouais. de recours à ma disposition. Donc, vous faites une mise en demeure, c'est-à-dire que vous faites un peu comme ce que disait ce Stéphane E tout à l'heure, c'est-à-dire vous mettez la pression, euh, vous avez plus de chances d'obtenir quelque chose qu'en Ouais. ne demandant rien. C'est Mais déjà la ça, première chose. donc du coup, malgré tout, on a des populations qui parfois sont très fragiles, des Hmm, gens qui ont de la charge mentale, qui ont plein de trucs, et qui tombent sous le charme d'un texte qui leur demande hmm, souvent pas des grosses sommes d'ailleurs, hmm. mais pour eux c'est beaucoup quand même. Et c'est des gens qui n'ont pas l'énergie, les ressources d'aller mettre la pression. Parce que mettre la pression, il faut quand même avoir un peu d'aplomb, Non, c'est mais, compliqué. enfin, mettre la pression, c'est pas forcément mettre la pression au téléphone ou physiquement, c'est vous faites un courrier Oui, recommandé, mais c'est une forme de pression, même hein. ça, ça peut être un peu compliqué. Donc là, je me mets à la Alors place des là, gens qui sont vraiment désemparés, qui n'ont pas ces ressources même mentales pour le faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus simple? alors là, vous avez, pour tout ce qui concerne la consommation, vous avez des associations de Voilà, consommateurs ouais, c'est ça. qui sont effectivement, qui peuvent vous aider localement. Donc, en particulier, le plus gros réseau français, c'est UFC Que Choisir. Oui. Effectivement, vous avez, alors c'est pas la seule association de consommateurs, il y en a pas mal d'autres en France, mais voilà, Donc je tape c'est le plus gros réseau. association de consommateurs sur Internet, et là, on a des structures qui sont là pour défendre les droits des gens. C'est ça? Voilà, et vous avez des antennes locales. Donc la plupart du temps, vous en avez qui sont proches de vous et qui peuvent effectivement vous aider sur le sujet. D'accord. Et puis voilà, comme je vous le disais aussi en introduction tout à l'heure, euh, se poser des questions sur des forums spécialisés, c'est aussi, voilà, c'est aussi une solution. Alors, on en passe au volet juridique. Bon, si les gens veulent porter plainte, ils portent plainte. Ça, on va pas y revenir. Vous contactez un avocat ou via une asso, il y a peut-être des actions de groupe. Mais les arnaqueurs, bien souvent, vont contre-attaquer. Et là, on va pouvoir parler un petit peu des procédures Bayon. Petite parenthèse pour vous dire que au moment où on a enregistré cet entretien, tous les trois, on n'était pas au courant de la décision qui était en train de se prendre au tribunal de commerce de Paris, comme par hasard, qui a statué que Le Monde était coupable de concurrence déloyale par dénigrement contre François, parce qu'il ne faudrait pas dire apparemment que c'est un blog complotiste qui diffuse des fausses informations, alors que c'est bien ce qui se passe. Et le journal Le Monde a été condamné à 35 000 euros d'amende, 25 000 plus 10 000 euros d'article 700, par un tribunal de commerce qui a cru qu'il était compétent pour juger une affaire qui relève de toute évidence du droit de la presse. Je suppose que Le Monde va faire appel. Le Monde a des ressources, évidemment, que nous ne l'avons pas. Ça illustre bien que ce problème-là, il est prégnant. Ça devient une mode, ça devient une stratégie. Apparemment, ils ont envie d'amener devant ce genre de tribunaux ce type d'affaires-là. Étonnant. Et là, on va pouvoir parler un petit peu des procédures Bayon. Typiquement, moi, j'ai reçu une assignation. D'autres collègues vidéastes ont reçu des assignations, notamment de ce cher monsieur E. En gros, pour qu'on se taise, quoi, pour pas qu'on critique leurs produits, les formations qu'ils vendent et ce genre de choses, parce que ça porte atteinte à leur image. Et donc, ça ressemble à l'ambassadeur Bayon dans le sens où ça ressemble à l'intimidation, à l'instrumentalisation. Quand les gens ont beaucoup de ressources, bah, eux, ils payent un avocat, mais nous, à côté, il faut qu'on prenne du temps pour lire tout ça, pour s'en occuper, pour y répondre. Donc, ça fait de la charge de travail, de la charge mentale. Et si vous avez ça, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous finissez par vous taire. Et donc, ça marche. Donc, Bayon marche. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on continue à les utiliser. Et j'ai pas l'impression que la justice ait pris la mesure encore du problème, parce que ça continue. Et vous-même, Signal l'arnaque, vous avez été contre-attaqué par des gens que vous dénonciez, en tout cas que votre site servait à dénoncer en tout cas. Est-ce qu'on peut raconter une histoire de victoire et puis une histoire de défaite pour qu'on comprenne un petit peu c'est quoi les facteurs? Vas-y, Anthony. Bah alors, ce qui va être marrant, ça va certainement vous faire sourire, c'est que les histoires de victoire et de défaite sont les mêmes. C'est-à-dire que nous, on a un historique assez important d'un point de vue judiciaire et les affaires sur lesquelles on a gagné sont globalement les mêmes affaires que sur lesquelles on a perdu. C'est l'une des particularités de certains tribunaux où il y a un aléa judiciaire qui est assez important. Donc, nous,
les cas qu'on a eus, c'est tout simplement qu'on a été attaqué en justice au tribunal de commerce. Ok. Ça vous rappellera probablement quelque chose. Un petit peu. Et les motifs invoqués sont à peu près toujours les mêmes, sont le dénigrement. C'est-à-dire qu'on nous attaque pour dénigrement, pour des écrits que nous n'avons pas produits, hein, puisque on est une plateforme communautaire, nous ne Je dit pas connais ça. grand-chose. Voilà, donc des personnes viennent rédiger du contenu et suite à ça, on est attaqué, nous, au tribunal, pour du contenu qui serait dénigré. Bon. Alors après, quand je vous dis qu'on a gagné ou on a perdu, c'est que quand on est attaqué pour dénigrement, il y a des termes précis qui sont mis en avant. C'est-à-dire que dans l'assignation, vous dites, voilà, ce terme est dénigrant, ce terme est non dénigrant, en général, c'est plus ce terme est dénigrant et ainsi de suite. Et nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que d'un jugement à l'autre, pour des termes strictement identiques, on a des décisions de justice qui sont complètement différentes. Donc, il n'y a pas de cohérence exemple, dans les décisions. Alors, je vais vous donner quelques exemples parce que ça va vous faire rire. Il y a des termes qui ont été jugés dénigrants et on a été condamnés pour cela. Le premier terme, c'était « nous, pauvres pigeons ». Voilà. Cette tentative d'arnaque. Ils savent qu'ils agissent très mal. Quelle malhonnêteté. Oui, non mais, quelle malhonnêteté. Vous êtes trop violent, hein, quand même. Pratique abusive. Pratique abusive, c'était estimé comme dénigrant. Et là, je n'ai pas retrouvé le cas, mais il y a même un terme qui avait été jugé dénigrant où la personne, elle disait de contacter la DGCCRF. En gros, dire à quelqu'un de contacter la DGCCRF, ça peut être, pour certains juges, estimé comme dénigrant. Mais voilà. Alors, cette phrase-là, elle fait partie d'un package où vous êtes sûr que la juridiction a dit cette phrase-là, on la retient comme étant dénigrement. Ils ont retenu spécifiquement celle-là ? Oui, c'est-à-dire que tous les termes ont été listés et dans le jugement, tout à fait. Parce que la publication correspondante, elle est toujours en ligne et simplement, on a retiré les différentes phrases qui avaient été jugées comme étant dénigrantes. Mais c'est quand même fou de vous demander à vous de retirer une phrase où on conseille aux gens de se rapprocher de la juridiction, enfin de l'instance publique qui a pour rôle de vérifier si c'est pas une arnaque. Pardon, je ne sais pas quelle personne qui a jugé ça, mais consultez, c'est pas possible. D'autant qu'il se trouve que la DGCCRF, quand on lui a demandé son avis, il nous a dit effectivement ce sont des pratiques commerciales trompeuses. Donc, en gros, c'est pas rassurant du tout sur les décisions prises par les tribunaux de commerce. Moi, ça me rassure pas, ce que vous dites, hein, globalement. Non, alors, en fait, j'ai des cas concrets que je pourrais vous faire suivre. On a une affaire qui est assez intéressante pour des problèmes d'abonnement, comme on a pu évoquer tout à l'heure. Donc des abonnements qui sont souscrits plus ou moins clairement par les internautes. Et on a eu deux affaires. Une affaire qui était en 2021, qu'on a gagnée. On a gagné, c'était contre une société européenne, je ne vais même pas citer le pays. On a gagné, et un an après, pour un dossier identique, alors quand on avait gagné 2000 €. C'est-à-dire que c'était un article 700. Remboursement des frais d'avocat. Oui. Donc, on a gagné 2000 € alors qu'on en avait dépensé à peu près 5000. Donc, globalement, même quand on gagne, on perd. Et un an après, un procès qui est très, très similaire, on a perdu 35 000. Voilà. En gros, votre activité coûte cher, hein ? Oui, et je vais même apporter une précision, c'était le même tribunal. Même tribunal de commerce, même ville. Avec les mêmes acteurs derrière les mêmes juges ? Non, c'était pas les mêmes acteurs. Non, c'était pas les mêmes juges. Ouais. Non, tout à fait. Et donc, le problème pour nous, c'est, lui, il dit que c'est dénigrant, l'autre, il dit que c'est pas dénigrant, on ne sait pas trop. Et du coup, on pourrait être tenté de censurer beaucoup plus facilement face à cette absence de clarté, visiblement, de la justice. Ouais. Ça, c'est difficile. Et donc, vous avez créé une association pour lutter contre les procédures bâillons, si j'ai bien tout compris. C'est quoi son objet? C'est de changer la législation, de changer de mettre un terme au tribunal de commerce? J'ai entendu des gens dire qu'il y a des régions dans lesquelles il n'y a pas ces tribunaux-là, du coup on peut faire sans. Je sais pas. C'est quoi votre objet?
L'objectif de l'association qui a été créée donc en 2002 suite à un procès, justement, un gros procès qu'on avait perdu de 35 000 euros, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas au niveau de la cohérence, mais c'est pas spécifique au tribunal de commerce. On cherche pas, comme vous dites, à se passer du tribunal de commerce. Non, ce qu'on cherche à faire avec cette association, c'est de regrouper tous les acteurs concernés. C'est-à-dire que toutes les personnes qui subissent, selon elles, des procédures Paillon, qu'on puisse se regrouper, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger nos arguments pour contrer le système. Et donc, pour contrer ce système-là, on a décidé de mettre en place assez rapidement un outil de mesure. L'outil de mesure, il s'appelle legalnuke.com et c'est un outil qui permet de recenser toutes les mises en demeure qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reçoit une mise en demeure, eh ben, on publie un article ou une page sur le contenu de cette mise en demeure. Qui a fait la mise en demeure? Pour quelles raisons? Et du coup, on s'aperçoit que pour notre cas, depuis octobre, on a reçu à peu près 150 à 200 mises en demeure. Voilà, En ça 6 mois. c'est. Oui, voilà, globalement. Mais vous Bien. pouvez y aller, hein, elles sont accessibles. Voilà. Et donc, là, le gros du travail, ça va être de regrouper plusieurs victimes de procédures Bayon et d'échanger. Alors attention, un petit bémol sur LegalNuke, bien qu'il y a énormément de mises en demeure qui soient recensées, toutes ne sont pas des procédures Bayon. Il y en a Oui. Ah certaines oui. qui peuvent être légitimes. Voilà. Il y a un petit peu de tout. Mais on peut juger finalement de la légitimité d'une action quand on voit que certains acteurs nous envoient plusieurs dizaines Oui. de mises en Ça demeure. devient une stratégie à part entière. Mais une fois que qu'on a recensé tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Votre asso, elle sert à quoi? Alors, Apporter des ouais, actions collectives derrière? Qu'est-ce que ça... alors déjà le principe, effectivement, c'est de sensibiliser sur le sujet parce que aujourd'hui, cette problématique de procédure Bayon, on la retrouve vraiment à tous les niveaux de la société. Hmm. C'est-à-dire que ça touche Dans le les droit de la presse? journalistes, Oui, c'est ça. voilà, ça touche les journalistes, ça touche des associations, ça touche des lanceurs d'alerte, ça touche des youtubeurs. Et c'est aujourd'hui particulièrement gênant, en particulier nous, ce qui nous intéresse, bien souvent, c'est la défense de l'internaute et du consommateur. Et c'est de voir que la parole de l'internaute, du consommateur qui dit attention, là, moi, je suis victime, ou je vois qu'il y a des gens qui essayent d'abuser le consommateur qui ne respecte pas le droit de la consommation, selon moi, le fait on interdise ces gens-là de le dire, de le publier, c'est un dommage important pour la société, puisque ça empêche une expression qui permet à un débat d'avoir lieu et qui permet à des informations d'intérêt public de sortir. Oui. Et donc, euh, dans ces procédures Bayon, il y a effectivement toutes les choses où ça va aller au tribunal. On a parlé par exemple des tribunaux de commerce, mais il y a aussi tout ce qui est publié là, par exemple sur LegalNuke, où la très grande partie, ça ne va pas au tribunal. Mais effectivement, vous allez avoir beaucoup de gens, moi j'ai déjà parlé avec pas mal de gens qui tiennent des forums, qui me disent, mais nous on reçoit un courrier recommandé, on discute pas, on censure, on ferme. Oui. Parce que c'est plus Parce simple que de faire que face. Oui. Exactement, c'est plus simple, c'est moins risqué. Et effectivement, les gens qui sont en face le savent. Après, effectivement, ça fait partie des stratégies pour soigner sa réputation en ligne, comme ça, effectivement, d'arroser, de faire des menaces, de montrer un petit peu les dents, de ressortir les épaules. Et ça, on est Et d'accord que c'est accessible à des gens qui ont de l'argent. Parce que moi, on m'a brocardé pour avoir dit que c'était plus simple de défendre ses droits quand on avait du fric que quand on est pauvre. Je maintiens. Hein. Parce que les procédures oui, Bayon, moi, je peux pas en faire toutes les semaines hein, pour faire taire les gens. exactement, exactement. Et ça fait partie justement de ce qui est défini comme faisant, définissant ce qu'est une procédure Bayon. Euh,
Alors, au niveau de l'Europe, aujourd'hui, il y a une législation qui est en train d'émerger. On espère qu'elle va émerger, du moins de manière correcte. Et c'est des procédures qu'on appelle les SLAP. Donc, SLAP, ça veut dire gifle en anglais, mais là, c'est un acronyme qui signifie Strategic Lawsuit Against Public Participation, c'est-à-dire mettre en place une stratégie de poursuite, de menace judiciaire qui mène à l'extinction du débat public. Et ce que font en fait un certain nombre d'associations qui luttent contre ces procédures bâillons, c'est de faire en sorte que, il y ait des appareils juridiques qui existent pour éviter que ça n'arrive. Et donc, les États-Unis, par exemple, sont assez bien armés, pas dans tous les États, mais par exemple, je pense à la Californie, qui est assez bien armée sur le sujet, où vous avez des choses de type euh, euh, examen de la procédure au préalable pour voir si c'est une procédure bâillon ou non. D'accord. Et ça permet de passer dans un circuit court, juridique, pour éviter effectivement d'avoir énormément de frais qui sont sortis et de dire très vite, non, écoutez, là, il y a de l'abus, c'est la 16e procédure que vous ouvrez contre cette personne, par exemple, sur des motifs similaires, les autres sont pas déjà passés, donc là, visiblement, vous êtes dans un cas, effectivement, où vous abusez de vos droits, où vous essayez, effectivement, de faire de l'intimidation juridique, et donc une procédure SLAP. Et Admettons donc, que... oui, Ben non, mais vas-y, fini. oui, oui, oui. Et donc, il y a ces législations anti-SLAP pour faire d'une part ce circuit court, d'autre part punir les gens qui font ça, c'est-à-dire on dit c'est pas bien, et si on a vu que vous aviez essayé de faire ça, eh bien vous pouvez être puni pour ça, et donc donner du coup soit payer une amende, soit indemniser les gens à qui vous avez voulu faire ça. Mhm. Et puis aussi, il y a une autre dimension, c'est les gens qui sont attaqués, les aider à faire face. C'est-à-dire, effectivement, pour éviter que les gens ne soient intimidés et se disent, ouais, enfin, moi, j'ai pas les moyens d'avancer 3 000 € à un avocat pour aller me défendre par rapport à ça. Donc j'arrête tout, je fais ce qu'on me demande. Et en effet, vous avez, dans ces législations dites anti-SLAP, vous avez notamment certains mécanismes pour aider les gens à faire face à ce type de frais. D'accord, donc ça c'est la Californie. Alors, voilà, c'est par exemple, effectivement, on a ça dans plusieurs États américains, dont la Californie. Il y a ça aussi dans un certain nombre d'États européens. Et au niveau là, cette fois-ci, de la Commission européenne, il y a une initiative anti-SLAP. Donc, à la base, effectivement, la Commission européenne a dit, effectivement, on voit qu'il y a un problème sur ce sujet-là. On voit qu'il y a euh, des cas de slap significatifs euh, et il faut qu'on fasse quelque chose contre et il faut qu'on harmonise d'une part la législation européenne sur le sujet et puis voir qu'on l'emmène un cran plus haut pour aider à faire disparaître ce type d'attitude. Admettons que moi j'estime être victime d'une procédure bâillon, c'est une Mm. pure hypothèse, hein, et que j'ai besoin d'aide. Je contacte votre association. Qu'est-ce que Exactement, vous pouvez faire exactement. pour moi, Exactement. Eh bien, hypothétiquement? ouais. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est déjà échanger avec vous de notre expérience. Parce qu'effectivement, nous, des procédures de ce type, on en a subi plusieurs. Et donc, on pourra vous dire, attention, voilà quels sont les risques, voilà les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Mhm. Et voilà, c'est d'échanger là-dessus. Et le but, c'est qu'on soit en nombre de victimes de ces procédures suffisants euh, dans l'association pour couvrir un maximum de cas. Donc voilà, par exemple, Thomas, tu es le bienvenu pour faire part de ton expérience.
Pour l'instant, Euh, c'est un courrier que j'ai reçu, hein, ça s'est mis à ça. Peut-être que ça n'ira pas beaucoup plus loin, on verra bien. Euh, c'est ça le premier point. Et puis ensuite, le but, effectivement, c'est qu'on soit autant que possible pour montrer aux parlementaires français, mais aussi à la Commission européenne, au Parlement européen, hein, il y a un droit de pétition au niveau du Parlement européen. On peut exposer un certain nombre de problématiques. Euh, eh bien, de dire, voilà, nous, quels sont concrètement les problèmes auxquels nous sommes confrontés et voilà quel type de législation qui existe dans d'autres pays et qui fonctionne que vous pourriez mettre en place. D'accord. Bon, bah, je verrai bien si je vous contacte pour ça. Et, éventuellement, on en parlera. De toute façon, les gens pourront suivre nos aventures judiciaires puisqu'on va en reparler. Moi, pour finir, je voudrais vous parler d'un cas particulier, d'un monsieur qui a un pseudo qui s'appelle Tugan Barra, que j'ai vu lorsque j'ai enquêté vaguement enquêté, hein, sur les arnaques que j'avais lues en ligne, avec ces longues vidéos complètement folles qui parlent de trucs de vibration, puis qui vous vendent des fichiers MP3 67 euros au lieu de 3980. Et donc, il y a des forums de discussion où les gens parlent entre eux et il y a des gens qui donnent des conseils aux autres. Et donc, vous avez les petits fripons, et vous avez au-dessus les gens qui sont un peu plus aguerris, qui donnent des formations pour devenir un parfait escroc, mais dans les limites dans la zone où la loi ne peut pas trop vous attraper. Et donc, il y a ce monsieur Tugan Barra qui fait des formations et qui a l'air d'être un des chefs de file de cette zone grise de l'Internet où on discute entre soi pour comment plumer son prochain, ce qui est vraiment génial. Et quand on tape son nom, et le mot arnaque, parce que bon, c'est sur mon moteur de recherche, vous tapez un truc, vous tapez arnaque, vous avez des informations, c'est d'autres gens cherchent comme vous. Et ben ça allume mais des centaines de résultats. Ce mec, vous avez son nom arnaque, mais dès que vous cliquez sur un lien, vous avez, on m'a dit qu'un tel était une arnaque. Oh, mais finalement, c'est très bien, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à lui en suivant sa formation. Et sur le site arnaque aussi, votre site héberge des signalements qui en fait sont des contre-feux qui disent non, ce mec c'est pas du tout une arnaque, il est super, et c'est très bien. Et moi, je n'arrive pas à penser qu'on peut être quelqu'un d'honnête et qu'on ait des centaines ou des dizaines proches d'une centaine de pages qui affichent arnaque et qui en fait sont en train de dire non, non, mais c'est pas du tout un arnaqueur. Moi, j'ai pas besoin qu'il y ait des sites qui disent Mandrake n'est pas un arnaqueur. Ça me sert à rien en fait. Donc, il se passe probablement quelque chose. Soit c'est lui tout seul, soit il a des ouailles qui l'encouragent à faire ça pour lui. J'ignore si ce mec gagne vraiment autant d'argent qu'il prétend, parce que lui, il prétend il a 5 ou 6 euros hein, par mois. Auquel cas, il a une task force derrière pour faire des choses. Et si c'est vrai que ce mec est un arnaqueur, ce qui est fort probable, et qu'il y a toutes ces pages qui disent le contraire, en étant... donc ça noie les vrais signalements des gens qui se plaignent, on ne les voit plus. Est-ce qu'on est armé contre ça? Est-ce que vous, signalez arnaque, vous ne devrez pas être à la jouer un peu sous pression? Est-ce que vous ne devrez pas, vous, être ceux qui trouvent la solution à ce type de stratégie? Alors pour moi, la solution, elle est communautaire, hein, puisque Oui. là, par exemple, le, le- les gens de son équipe qui ont fait ça, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied, puisque les gens de la communauté de Ciné Arnaque lui ont tout de suite dit en commentaire sur les signalements en question, ce que vous racontez, ça tient pas la route. Et il y a eu des vraies victimes Ah, de cette personne qui sont venues du coup témoigner sur donc ce faux témoignage. peut-être qu'on peut... Parce que moi, ça m'intéresse. Les victimes de Tugan Barra, moi, ça m'intéresse. Parce que j'ai pas pu Voilà. enquêter. Donc, J'avais dit aux gens que j'enquêterais sur le bien, monsieur, voilà. j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai pas les compétences journalistiques. Donc, parce que là, mais en même temps, c'est un mec qui plume des gens qui veulent arnaquer. Ou qui, en tout cas, veulent parfaire leur art du marketing interlope. Ce qui fait que forcément, c'est Oui. pas des victimes qui vont être facilement dans la dénonciation parce qu'ils se rendent bien compte qu'eux-mêmes sont dans une zone très grise, en général. Oui, bah ça en fait c'est toute une famille d'arnaques du genre où effectivement on fait appel à un sentiment en particulier qui est la honte aussi. Hmm. Donc effectivement, si vous recevez un email qui vous dit ah ah, petit canaillou,
on ait une vidéo de vous où vous faites plaisir en regardant un site pornographique, c'est effectivement, on va pas se plaindre de ça. Et puis, enfin, vraiment, il y a cette arnaque-là, toute la France l'a reçue en multiples exemplaires. Mais je vous assure que nous, on a vraiment des témoignages de gens qui se sont mis dans des états pas possibles hein, pour avoir reçu ça. Hmm. Euh, et, et effectivement, ce type d'arnaque où les gens sont conscients de pas avoir été tout à fait net, quoi. C'est-à-dire, bon, oui, c'est vrai que j'aurais dû me douter que Oui. c'était pas clair. Il y a un petit côté Euh, de rançon, là. oui, oui, et puis euh, ça me fait penser à une autre arnaque qui est l'arnaque de type clone card ou yes Mhm. card. C'est-à-dire, on vous vend une fausse carte bancaire qui vous permet de retirer, enfin une fausse, une carte bancaire contrefaite qui vous permet de retirer de l'argent. Pas votre nom, ça va pas piocher, voilà. Oui. En plus, la promesse magique, c'est vous volez personne. En principe, vous volez les banques. Mais bon, comme les banques, elles ont Mais beaucoup d'argent. justement, j'ai un tunnel de vente que j'ai trouvé il y a quelques jours, je l'ai téléchargé et ça parle de ça. La carte bancaire numéro un tel, machin, machin, machin. Dessus, il y a déjà 300 euros pour vous. Exactement, ouais. Voilà. Et on se dit, mais d'où sort l'argent? On ne peut pas être bête au point 2. Mais justement, on ne peut pas être bête au point 2. On est déjà en train de blâmer la victime alors que le discours est trompeur. Oui, enfin, d'autant qu'on ne peut pas vraiment tant les blâmer que ça, puisque ce sont des systèmes qui ont fonctionné à une époque. C'est-à-dire que, En plus. oui, comme toutes les arnaques de crypto-monnaie, par exemple, ça s'appuie sur des vraies réussites qu'il y a eu dans le monde de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, effectivement, il y a vraiment eu des gens qui ont acheté du Bitcoin pour 3 fois rien en 2010 et puis qui sont devenus multimillionnaires. Et donc, cette histoire-là, et ben forcément, ça met des étoiles dans les yeux à beaucoup de gens et ça permet de leur vendre tout un tas de trucs qui ne vaut rien, mais qui ne vaudra jamais rien. On a des Euh, histoires et actuelles où la crypto-monnaie ne serait pas une arnaque? pour le coup, visiblement, le Bitcoin, c'est pas le cas. Mais par contre, derrière le Bitcoin, on a beaucoup de choses qui ont servi Oui. à mener des escroqueries, notamment le fonctionnement du Bitcoin et le fait que bah, ça permet de passer des transactions un peu en dehors des canaux classiques. Nous, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, euh, par exemple, bah, dans les arnaques de type ransomware, Voilà. rançongiciel. Ouais. Très souvent, on vous demande de payer avec du Bitcoin. Pourquoi? C'est simplement parce que c'est plus facile pour les escrocs de Pour récupérer récupérer. l'argent Ouais. sans être repérés. Quoique, puisque quand même, ces transactions-là, elles sont visibles dans la blockchain, donc on peut quand même remonter aux escrocs si les enquêteurs s'en donnent la peine. Bon, Euh, tu vois, voilà, c'est un vaste domaine. exactement. Un mot de la fin ou un conseil à donner qu'on n'aurait pas évoqué pour que les gens se défendent mieux? Moi, le premier, c'est n'ayez pas honte. Voilà, si vous vous êtes fait arnaquer, n'ayez pas honte. Et le second, c'est pour tous les autres, c'est ne faites pas honte aux victimes. Parce que Ah oui. notre première arme, c'est l'information. Et à chaque La fois que vous solidarité. faites, oui, c'est de s'échanger, de distribuer l'information. Et si on fait honte aux victimes, qui bien souvent ont déjà honte, hein, Ah oui. si on renforce ça, elles vont moins témoigner. Et donc, si elles témoignent moins, eh ben, on a moins de façons, on a moins d'instruments pour lutter contre les escrocs. Et en plus, on crée une culture assez toxique où on donne raison aux escrocs et qui, d'ailleurs, passent plus facilement à l'acte parce qu'ils se disent, ouais, là, quand même, moi, voilà, ces gens-là, ils sont là pour ça, quoi. Quelque part, ils le font exprès. Et Ouais. donc, si vous validez ce discours-là, vous facilitez aussi du passage à l'acte. Bon. Bah, c'était exactement les propos, enfin, les messages que je voulais passer dans les vidéos sur les arnaques. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est un problème qui peut se résoudre collectivement et pas en rabaissant les gens, mais en les aidant. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, signal arnaque. Le nom de votre assaut contre la procédure Bayon, je ne l'ai pas retenu. Ça s'appelle comment?
Association de lutte contre les procédures bâillons. C'est génial, c'est transparent, donc vous pourrez trouver facilement. Vous pourrez m'envoyer le lien Ouais. que je mettrai en description. Merci beaucoup à vous et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Pensez à la partager, pensez à vous abonner, pensez à soutenir la Tronche en Biais et la Steak sur les plateformes de financement qui nous aident à trouver le temps, à avoir le temps de faire ce travail pour vous informer, pour diffuser, pour aider un maximum. On veut être utile et je crois qu'on l'est. Et c'est notamment grâce à vous qui nous soutenez. Merci encore, merci beaucoup. Des bisous si vous en avez envie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez-vous-en maintenant. Bye.